Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à la CPME. Habituellement, c'est vous qui me recevez lors de mes déplacements réguliers à Bruxelles. Il y en a un tous les trimestres. Et vous faites ainsi toujours preuve à la fois de votre disponibilité, de votre attention envers les PME, je dois le dire. Parfois, avec certains candidats, nos contacts se limitent aux périodes électorales. Avec vous, ce n'est pas le cas, et je tenais à le dire publiquement. À notre tour aujourd'hui de mieux connaître votre programme pour prendre en main les destinées de l'Europe dans les années qui viennent. Soyons clairs, nous sommes profondément à la CPME, nous patrons de PME, attachés à la construction européenne et nous n'avons aucunement la volonté de voir et de vouloir renverser la table. L'actualité nous montre plus que jamais que la France a besoin de l'Europe. De même, le retour du protectionnisme, sous une forme ou sous une autre, ne signifierait rien de bon pour les entreprises. Pour autant, nous sommes des pragmatiques. Et à ce titre, d'ailleurs on l'a vu à travers les questions posées dans la séquence précédente, et à ce titre, je vous mets un petit peu la pression. Et à ce titre, nous sommes inquiets de voir que l'Europe adopte des positions et des textes qui nous semblent souvent bien éloignés de notre réalité quotidienne. Qui peut raisonnablement penser qu'une PME demain, dans le cadre de la notation extra-financière, la fameuse directive CSRD, pourra répondre à une question sur son niveau de stress hydrique ou à la conformité de sa politique RH par rapport aux accords de Paris? C'est dans la norme, ces questions. C'est pourtant ce qui est dans les tuyaux. Que dire par ailleurs d'une Europe qui, aux antipodes de la valeur travail, oblige désormais les entreprises françaises à payer leurs salariés en arrêt maladie, des congés payés, sans mettre en face du travail effectif? Voilà, du non-travail qui produit des congés. C'est formidable. De même, le libre-échange n'a de sens que s'il est associé à une forme de réciprocité. Pourquoi imposer aux entreprises françaises des règles qui alourdissent leurs coûts de production si leur propre marché est inondé de produits étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations et donc vendus à des prix plus bas? Rappelons-nous des agriculteurs. Les entreprises méritent un cadre leur permettant de se développer. L'Europe doit redevenir cette formidable idée qui a contribué à toutes ces années de croissance économique. Vous dites vouloir, selon vos propres termes, reconstruire la souveraineté économique de l'Europe. Alors comment comptez-vous vous y prendre? Et pourquoi ce qui semble impossible aujourd'hui le serait demain? Finalement, pour nous, la vraie question est à la fois simple et extrêmement compliquée. Comment comptez-vous vous y prendre pour redonner du sens et de la cohérence à l'action économique de l'Europe? Et quelle place pour nos entreprises? Je vous laisse le pupitre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et merci à tous de votre présence. Une grande chance de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous parler de ces enjeux européens qui sont effectivement décisifs pour notre avenir. Et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais moi aussi vous remercier, Monsieur le Président, pour tout le travail accompli au cours des dernières années, pour tout ce que vous avez fait pour porter la voix des entreprises françaises au Parlement européen. Et je peux témoigner moi aussi que nos échanges très réguliers auront été l'occasion de tirer la sonnette d'alarme en amont de bien des problèmes qui auraient pu se réaliser. Nous n'avons pas réussi à éviter toujours le pire, mais au moins nous aurons été, grâce à vous, toujours liés, reliés directement à la vérité du terrain. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire à quel point votre parole, toujours courageuse, votre engagement, votre clarté auront été l'occasion de faire entendre la voix des PME françaises dans le débat européen. Et pour cela, je voulais vraiment vous remercier et vous rendre hommage de ce travail de chaque instant. Ça aura été une chance pour nous de vous accueillir régulièrement avec des chefs d'entreprise à Bruxelles, de pouvoir partager ensemble les préoccupations que nous avions. Et aujourd'hui, peut-être de prendre un peu de recul pour regarder les choses en les considérant avec la hauteur qui s'impose au moment de cette élection. Parce que cette élection, je crois, elle se déroule dans un moment où l'Europe est à la croisée des chemins. Et pour nous, le contexte qui marque ce débat électoral, c'est celui, je voudrais commencer par là, d'un double décrochage. Décrochage économique de l'Europe dans le monde, décrochage aussi de la France dans l'espace européen. Décrochage de l'Europe dans le monde avec cette statistique tout simple. Par exemple, l'an dernier, le PIB américain a cru 5 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Nos économies étaient comparables au seuil des années 2000. Aujourd'hui, le PIB américain est 80% plus important que celui de l'espace européen. Décrochage de la France en Europe parce que, nous le voyons aujourd'hui, notre pays est en train de s'enliser dans une crise qui le singularise dans le travail européen
et pour de mauvaises raisons. Une crise qui se lit dans notre trajectoire budgétaire, qui sidère l'Europe entière, bien sûr. À l'heure où nos voisins sont en train de se désendetter ou de maîtriser leurs déficits, nous ne cessons de les aggraver. Mais le plus important pour moi n'est pas tant le déficit de notre budget public que notre déficit commercial, qui me paraît être l'indicateur le plus important pour comprendre la situation du pays. 100 milliards d'euros de déficit commercial l'an dernier, c'est un deuxième record historique qui montre qu'en réalité, la France devient un pays de consommateurs qui ne produit plus ce dont il a besoin et qui, en réalité, finance sa consommation courante par du déficit public et la vente de ses actifs. Je ne dis pas cela pour que nous sortions d'ici inutilement découragés, mais parce que je crois que nous avons besoin d'un acte de lucidité. Il faut sortir l'Europe du déclin. Et la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que cette crise que nous rencontrons, j'en suis profondément convaincu, n'est pas un accident. Elle est le résultat de nos propres décisions. Et c'est une bonne nouvelle en réalité, parce que je crois vraiment que nous ne sommes pas aujourd'hui en difficulté parce que nos compétiteurs seraient trop forts pour nous, parce que les problèmes seraient trop difficiles à résoudre, parce que les difficultés seraient insurmontables pour nos pays, pour nos entreprises. Non, nous sommes d'abord en difficulté parce que nos décisions politiques, celles qui ont été portées au cours des dernières années, nous conduisent à la crise actuelle. Et notamment, bien sûr, parce que nous avons fait le choix d'asphyxier notre paysage économique, notre tissu productif d'une quantité improbable de normes, de contraintes, de complexité, de charges, parce que nous avons accepté pendant trop longtemps cette répartition mondiale du travail qui fait que les États-Unis inventent, la Chine produit et l'Europe réglemente. Et ça ne peut pas continuer comme ça parce que si on tire le trait, alors évidemment, nous deviendrons incapables même de réglementer des secteurs auxquels nous n'avons plus les moyens de comprendre la vérité des ressorts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre défi à nous, et c'est ce que nous avons porté au Parlement européen avec la droite européenne au cours des dernières années, notre défi à nous, c'est de sortir de cette Europe des normes pour entrer dans une Europe des stratégies collectives. De sortir d'une Europe qui croit que son vrai pouvoir est de produire de la contrainte, pour que l'Europe comprenne à nouveau que le lieu où elle est attendue, c'est celui des investissements partagés qui nous feront retrouver le chemin de la prospérité. Et vous savez, dans ce débat, je crois, malheureusement, nous sommes les seuls à dire cela. Dans ce débat, l'essentiel, me semble-t-il. Et c'est un défi économique, mais plus qu'un défi économique, pardonnez-moi de revenir à mon métier qui est d'enseigner la philosophie, c'est aussi un défi de civilisation. L'Europe doit d'abord retrouver le sens de la liberté. Les entreprises de nos pays et les PME que vous représentez ne demandent pas d'abord qu'on leur apporte plus de subventions, qu'on construise de nouveaux pactes, des plans, des dispositifs, des schémas. Elles demandent simplement qu'on les laisse bosser, qu'on les laisse travailler, qu'on veuille bien enfin les laisser faire et qu'on veuille bien leur faire confiance. Et c'est le même cri de détresse que j'entends partout dans le pays, dans les PME de France, mais aussi chez nos agriculteurs, chez nos pêcheurs, chez nos artisans, chez nos commerçants, qu'on libère enfin notre pays de ce poids des contraintes que nous, Français, nous avons le génie de surimposer, de surtransposer à ceux qui travaillent chez nous par rapport au monde de contraintes que l'Union européenne a déjà déployé. Bien sûr, le défi environnemental est majeur. Bien sûr, la transition environnementale est devant nous. Mais on ne peut pas regarder le défi climatique si on continue de l'observer avec la myopie habituelle du débat européen. Le vrai problème du climat n'est pas dans ce que l'Europe produit. Le vrai problème du climat n'est pas dans nos entreprises, n'est pas chez nos agriculteurs. Il se trouve évidemment dans le débat mondial auquel nous sommes confrontés. Les 2/3 des émissions mondiales sont effectuées par 10 pays, dont un seul est européen, l'Allemagne, qui arrive en queue de peloton avec 1,8% du total des émissions. La Chine, à elle toute seule, émet 33% des émissions de carbone dans le monde. Et ces émissions ont augmenté de 6% l'an dernier. En 2022, la Chine a annoncé qu'elle ouvrait 2 nouvelles centrales à charbon par semaine. Le vrai sujet du climat, il est là. Et quand on prétend sauver le climat en rendant la vie impossible à ceux qui produisent en Europe, en réalité, on commet la double faute et la double peine imposée aux Européens, qu'à la fois on détruit notre économie et qu'en même temps on offre des parts de marché sur notre propre continent à des modèles de production dans les pays tiers qui abîment bien plus la planète. En disant cela, je ne dis pas que l'Europe n'est responsable de rien, mais elle n'est pas responsable d'abord parce qu'elle produit, elle est responsable d'abord parce qu'elle importe. Et notre défi à nous, c'est de faire du marché européen
le premier marché mondial, avec la plus grande profondeur de marché, d'en faire un levier pour la décarbonation des grands producteurs mondiaux. La grande bonne nouvelle de ce débat, c'est que pour un jeune Français, aujourd'hui, pour un jeune Français qui s'engage dans le monde économique, il y a une convergence absolue entre la volonté de décarboner la production mondiale et le fait de produire chez nous. Il y a une convergence absolue entre le fait de faire valoir les plus grandes exigences en matière sociale et le fait de produire chez nous. Ce ne serait pas la même chose pour un jeune asiatique ou pour un jeune américain. Mais en Europe, nous avons la certitude que nos entreprises respectent déjà les règles les plus exigeantes au monde en matière environnementale et en matière sociale. Et donc le grand défi pour nous n'est pas de créer encore plus de contraintes sur leurs épaules, le grand défi c'est de les libérer pour qu'elles puissent produire à nouveau et pour que nous puissions faire en sorte que d'une manière globale et mondiale, la production s'améliore et que l'économie se décarbone et que nos standards sociaux puissent rayonner dans le reste du monde. Je crois que l'Europe doit sortir absolument de cette logique qui l'a conduite au bord du déclin aujourd'hui, qui consiste à vouloir toujours être les premiers de la classe dans le monde, à vouloir être les plus vertueux, à vouloir, comme on dit trop souvent dans le bon jargon bruxellois, lead by example. Si vous voulez toujours être les plus vertueux, mais que vous êtes les seuls à vous imposer la vertu, vous n'êtes pas du tout un exemple, vous êtes juste une victime. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc il faut sortir de ce schéma. Et je dirais, en 2 temps, quelle est notre stratégie ? La première chose à faire, c'est cette exigence de liberté retrouvée. Donc il faut, et cela c'est la cohérence de mon engagement au sein du PPE, au sein de la droite européenne qui me pousse à vous le dire, il faut arrêter d'urgence cet emballement normatif qui conduit aujourd'hui à l'anémie notre paysage économique. Nous demandons avec le PPE depuis 3 ans maintenant, nous demandons un moratoire législatif. Je ne viens pas vous voir que pour les élections, et nous ne parlons pas de cela que dans les moments de débats électoraux. Ça fait 3 ans que nous disons qu'il faut faire une pause dans le travail réglementaire pour commencer par faire en sorte d'étudier l'impact de nos propres législations, voir ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut supprimer. Et je n'ai aucune espèce de scrupule à vous le dire aujourd'hui. Le cœur de notre projet n'est pas d'abord de produire des textes, mais d'en supprimer. Parce que oui, nous devons retrouver la liberté. Et retrouver la liberté, ça veut dire arrêter les trains qui s'emballent avant qu'il ne soit trop tard. Je pense évidemment à la directive CSRD que vous avez évoquée. Il faudra, j'en suis convaincu, revenir sur CSRD et supprimer cette directive. Il faudra abroger de la même manière la directive devoir de vigilance qui vient tout juste d'être votée. J'attire d'ailleurs votre attention sur la question de la cohérence des forces politiques qui se présentent à cette élection. Beaucoup, je n'en doute pas, viendront ici vous parler de simplification. Beaucoup vont vous parler de simplifier et d'alléger le poids des normes qui pèsent sur vos entreprises. Mais la vérité, c'est que les décisions qui sont prises disent beaucoup de la réalité, de la constance et de la cohérence des engagements de chacun. La directive devoir de vigilance, elle a été votée à la dernière session plénière du Parlement européen. C'était il y a 3 semaines maintenant. Et cette directive a été votée par une majorité que nous aurons vue à l'œuvre sur ces sujets au cours des dernières années, une majorité régulière, récurrente. Comme vous le savez, au Parlement européen, il n'y a pas de coalition. Les majorités se font ou se défont texte par texte. Mais sur les textes les plus politiques et les plus importants, on aura vu se construire cette majorité constituée des socialistes, des Verts, de l'extrême gauche et malheureusement des députés de la majorité présidentielle française. C'est M. Canfin, président de la Commission de l'Environnement, qui portait, avec les socialistes, avec Manon Aubry de la France Insoumise, la directive devoir de vigilance qui a été votée il y a quelques semaines de cela seulement. Et nous disions que cette directive était inacceptable, parce qu'on voudrait nous faire croire qu'elle ne s'applique qu'aux grandes entreprises. Mais vous le savez très bien, les grandes entreprises ont des fournisseurs. Et vous le savez d'autant mieux que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, leurs fournisseurs. Et que quand on impose à une grande entreprise de remplir des dizaines de pages de dossiers pour confirmer qu'elle se conforme à des centaines de points de contrôle qui sont exigés d'elle, elle répercute le poids de cette charge sur vous, parce que vous êtes sa chaîne de valeur, parce que vous êtes ceux qui la font vivre. Et donc, évidemment, que c'est sur toute l'économie et sur nos PME en particulier que pèse ce résultat. Nous n'avons cessé de le dire avec le PPE, parce que nous sommes le seul groupe politique au Parlement européen qui ayons un groupe de travail spécifique sur les PME. Nous avons, au sein de notre groupe parlementaire,
un lieu d'étude spécifiquement consacré aux PME parce que nous voulons savoir avant chaque réglementation quel sera l'impact des textes votés sur le monde des PME. Nous savons que c'est là que se trouve l'essentiel de la valeur ajoutée, une très grande part de l'emploi, le tissu économique fondamental qui fait la vitalité de nos pays. Et nous savons que nous n'avons pas le droit de rendre la vie impossible à ces acteurs essentiels. Et nous savons aussi que c'est notre devoir de nous donner pour mission de les écouter singulièrement. Parce que les grandes entreprises, n'ayons pas peur de le dire, les grands acteurs économiques ont la capacité d'absorber le poids de la réglementation. Les grands acteurs économiques ont aussi la capacité de faire le travail d'influence au Parlement européen pour faire entendre leur voix. Mais les PME, évidemment, sont ceux que nous avons le devoir de rejoindre avec le plus d'exigence pour comprendre comment ils vivront le résultat des textes que nous votons. Et je crois que c'est cela qui nous a permis d'attirer l'attention et d'alerter en amont sur ces textes qui auront été votés au cours du dernier mandat. C'est aussi la raison pour laquelle nous défendons la nécessité de revenir sur des orientations industrielles et énergétiques qui auront été, je crois, très dangereuses pour l'économie européenne au cours des dernières années. Je me suis battu avec détermination contre la fragilisation de notre filière nucléaire, portée par la même majorité, en incluant les députés macronistes qui, comme les socialistes et les Verts, ont voté contre le nucléaire dans toutes les occasions possibles tout au long de ce mandat. Je me permets de le dire parce que je crois qu'il faut que chacun assume sa responsabilité. Vous n'avez pas devant vous seulement des gens qui portent des projets, vous avez aussi des gens qui doivent assumer un bilan. Et vous êtes chef d'entreprise, et vous savez ce que c'est que la responsabilité. Et vous savez qu'on n'a pas le droit de se défausser des choix qu'on a faits. Et que quand on a fait des mauvais choix, eh bien, d'une certaine manière, il faut commencer par les reconnaître. Parce que sinon, il n'y a aucune espèce de lucidité qui peut sortir des illusions qu'on essaye d'entretenir. Donc, le nucléaire a été un combat majeur. La question du marché de l'électricité est une question cruciale, on y reviendra peut-être, mais le sujet des factures d'électricité que vos entreprises affrontent n'est pas seulement une question de marché, c'est une question industrielle. Ce n'est pas seulement une question de commerce de l'énergie, c'est une question de production d'énergie. Et si les prix de l'électricité ont explosé, c'est d'abord parce que nous, Français, nous avons laissé sur notre sol se fragiliser cette filière qui avait fait pendant longtemps non seulement la compétitivité de nos entreprises, mais aussi la capacité de souveraineté et de sécurité énergétique de notre pays, en même temps que, bien sûr, son excellence environnementale. Je me suis battu également avec détermination contre le texte que je crois, là aussi, nous devrons abroger, peut-être un sujet de débat entre nous, nous le verrons, mais je suis convaincu qu'il faudra revenir dessus. L'interdiction du moteur thermique en 2035 est un des signes de la naïveté incroyable de l'Europe à l'égard de la Chine, en même temps qu'un signe, d'ailleurs, de ce qui relève pour moi d'une forme d'erreur dans la conception même du travail parlementaire. Je ne crois pas un instant que le rôle du politique soit de définir les choix technologiques que l'industrie doit assumer. Le rôle du politique, c'est de fixer la finalité et charge ensuite à l'industrie, charge aux chercheurs, aux savants, au monde de la recherche et de l'innovation de trouver les solutions pour atteindre les objectifs. Le rôle du législateur n'est pas de dire les moyens, c'est de fixer les fins. Et laissons ensuite faire, une fois de plus, laissons travailler ceux qui savent. C'est le principe de neutralité technologique qui aurait dû conduire à ne jamais attaquer le nucléaire comme il l'a été au cours des dernières années, qui aurait dû nous conduire aussi à fixer un objectif de décarbonation pour le véhicule, pour le transport routier, un objectif de décarbonation qui se fonde sur la totalité du cycle de vie d'un véhicule, pas seulement sur ses émissions au moment où il roule, et qui, à la fin, aurait dû nous conduire à ne pas nous immiscer dans la question de savoir quel type de motorisation, quel type de solution technologique doit nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Sortir d'une Europe qui rentre dans le micromanagement, sortir d'une Europe qui rentre dans la contrainte permanente, qui fait le jeu, encore une fois, je le redis, de ses adversaires commerciaux. Et nous n'avons aucune espèce de doute sur le fait que la liberté est féconde. Nous croyons à la liberté d'entreprendre, nous croyons à la liberté des échanges, nous croyons à la liberté du commerce, parce que tout cela fait la force et la prospérité de nos pays. Nous n'avons aucune espèce d'inquiétude sur le fait que nos entreprises sont capables de rayonner dans le monde entier. Mais le commerce n'a de sens que s'il est loyal. Et l'échange commercial suppose, pour que nous puissions faire valoir nos atouts, une réciprocité, vous l'avez dit à l'instant, qui aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est absolument pas garantie aux entreprises de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, une décision comme celle-ci aura été une preuve de plus de cette naïveté à l'égard de la Chine, que je dénonce depuis des années.
La Chine a aujourd'hui une stratégie de surproduction industrielle dont le but est de dévaster notre propre capacité de produire sur notre continent demain. Je ne lui reproche pas de défendre ses intérêts. Je reproche seulement aux dirigeants européens de ne pas défendre les leurs. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est d'autant plus inquiétant que les États-Unis ont décidé de réagir avec beaucoup de fermeté. On l'a appris hier, les États-Unis vont taxer à 100% les importations de véhicules électriques chinois. Ils n'ont pas spécialement, je crois, les États-Unis, un monde antilibéral, mais ils ont décidé de ne pas être naïfs. Et nous, pendant ce temps-là, puisque nous mettons trop de temps à réagir, nous devenons le marché de débouché principal de cette surproduction chinoise. Et là encore, je le crois, nous devons sortir de la naïveté. Pour l'avoir dit au Parlement européen depuis des années, j'ai appris il y a quelques jours que j'avais fait moi-même l'objet d'une action de piratage des services chinois. Je l'ai appris par les services secrets américains. Je ne pensais pas me trouver un jour dans une situation comme celle-là, mais c'est une preuve de plus pour moi que nous devons ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes dans un monde où la compétition se fait de plus en plus rude. Et si nous voulons que nos entreprises puissent continuer à produire, puissent continuer à rayonner, ce qu'elles peuvent, j'en suis convaincu, à nous de faire en sorte de sortir de la naïveté. À nous de nous donner les moyens d'investir dans l'avenir. Et je terminerai par là, une Europe qui sorte de cette obsession de la norme pour rentrer dans des stratégies collectives. Nous avons devant nous des défis majeurs en termes d'innovation, en termes de recherche et d'investissement. Comment se fait-il que l'Europe soit toujours à 2,2% de son PIB consacré à la R&D, alors que les États-Unis sont à 3,4%? C'est notre avenir qui se joue là. Comme dans le défi éducatif qui est plus national, je voulais seulement en dire un mot parce que je crois que c'est l'essentiel de notre avenir qui se joue dans notre école aujourd'hui. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez. La question de la recherche et du développement, la question de l'innovation, la question de ces transitions va supposer des investissements majeurs. Pour faire face à ces investissements, je ne crois pas une seule seconde à la méthode proposée par Emmanuel Macron, qui consiste, il le disait dans son discours de la Sorbonne, à exporter vers Bruxelles ce qu'il appelle une belle idée française, cette spécialité parisienne, le fait de créer de la dette et de créer des impôts. Parce que c'est ça la grande proposition du discours de la Sorbonne. Créer un nouvel emprunt commun et créer des ressources propres européennes. Ces ressources propres, en fait, ça s'appelle de la fiscalité européenne. Si on veut rendre l'Europe plus puissante avec de la dette et des impôts, c'est qu'on pense que c'est la dette et les impôts qui font la puissance. Si c'était le cas, la France serait le pays le plus puissant d'Europe. Aujourd'hui, c'est sans doute l'un des pays les plus vulnérables, au contraire. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte que nous puissions mobiliser la capacité exceptionnelle de l'économie européenne et l'investir dans le développement de nos entreprises. Et je pense à cette épargne des Européens, qui aujourd'hui, malheureusement, sert massivement à financer en réalité le développement et la prospérité de l'économie américaine à travers les fonds de pension. Nous devons créer des systèmes de retraite par capitalisation. Nous devons créer les outils fiscaux qui permettront que l'épargne européenne s'investisse et gagne dans cet investissement dans les entreprises de nos pays. Nous voulons créer un livret d'épargne européen qui permettra de relever les défis d'aujourd'hui, parce que les livrets d'épargne que nous connaissons en France sont adaptés aux défis du siècle passé. Il faut renouveler nos techniques et nos structures et nos méthodes pour que nos entreprises demain puissent compter sur les moyens que l'Europe a déjà pour financer leur développement. Nous croyons encore une fois à la liberté, ce qui nous distingue aussi du Rassemblement national qui propose de se lancer dans de la création monétaire massive. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui la solution dont nous ayons le plus besoin. C'est en réalité exactement les mêmes méthodes que la France insoumise et je crois que malheureusement, elles ont déjà largement fait la preuve de leur inefficacité. Je terminerai en disant simplement que dans ce défi fondamental, je le redis, nous sommes les seuls non seulement à parler de liberté, mais à pouvoir la réaliser, parce que nous appartenons au groupe PPE qui sera demain la première formation politique, et cette responsabilité immense que nous partageons avec vous, elle est non seulement de parler de ce dont l'Europe a besoin, mais de le construire ensemble dans les années qui viendront. Merci encore en tous les cas pour votre accueil. Merci. Je vous invite à rejoindre la table située à ma gauche. Et puis on va passer à la série des questions-réponses. Alors, vous nous avez fait voyager, la Chine, les États-Unis, l'Europe, la France. Et là, je vais revenir sur un sujet que nous sommes en train de travailler au niveau franco-français. On a organisé, d'ailleurs, avec un appui remarquable des équipes de Bercy, un vrai test PME sur l'application de la directive CSRD sur un public d'une quinzaine de PME. Et le fruit de ce résultat, c'est que, bien évidemment, la norme telle qu'elle est écrite est difficilement applicable en l'état.
Alors, vous avez, dans votre prise de parole, François-Xavier Bellamy, insisté sur le fait que si demain vous êtes élu, encore faut-il avoir une majorité au Parlement, vous voulez revenir sur la directive CSRD. Est-ce que, là où nous sommes aujourd'hui, il est possible de revenir sur cette directive? Moi, je ne vous dirais pas que c'est possible. Je vous dirais que c'est nécessaire. Et bien sûr, il faut le faire. Et nous sommes les seuls à pouvoir le mettre en œuvre parce que, quelle que soit la... Vous savez, la situation du débat politique français est un peu contracyclique par rapport au débat européen. En France, on a les yeux focalisés sur le débat entre M. Macron et Mme Le Pen, comme si c'était l'éternel second tour de la présidentielle qui devait fixer pour toujours le cadre de la vie démocratique ici. Mais en réalité, le vrai débat en Europe n'est pas entre M. Macron et Mme Le Pen, ni entre M. Attal et M. Bardella. Le vrai débat européen, il est entre les deux grandes forces politiques qui structurent la vie démocratique dans la plupart de nos voisins, chez la plupart de nos voisins, et qui structurent le débat au Parlement, entre les socialistes et la droite européenne, entre le groupe social-démocrate et le groupe PPE auquel j'appartiens. Et au cours de ce mandat, on aura vu, au fil des dernières années, la droite européenne reprendre sa place dans la plupart des pays de l'Union européenne. En 2019, il y avait 7 États membres qui étaient gouvernés par le PPE. En 2024, 15 États membres. Donc, dans le prochain mandat, il y aura autour de la table du Conseil européen une majorité PPE. Il y aura autour de la table de la Commission européenne, pour les 5 prochaines années, une majorité claire du côté du PPE. Et il y aura très probablement, en fonction du résultat des élections, et évidemment tout cela se jouera le 9 juin, mais il y aura très probablement au Parlement européen un groupe PPE qui arrivera en tête de l'élection européenne. Et non seulement en tête, mais au centre du prochain Parlement. Donc nous avons aujourd'hui, c'est dans nos mains que se trouve la possibilité et la responsabilité de faire entendre la voix de nos entreprises, de faire entendre la voix des Français, du tissu économique français, de la société française dans les débats européens qui viendront. Et nous travaillons en ce moment avec le PPE. Je travaille actuellement un texte avec le président de notre groupe et de notre parti, Manfred Weber, sur cette question de la CSRD, pour dire que notre engagement, effectivement, c'est de rentrer dans cette logique de simplification, de cette simplicité retrouvée dont nous avons tellement besoin. Encore une fois, c'est cohérent avec ce que nous défendons depuis 3 ans. Sous les quolibets de nos adversaires politiques, nous demandons ce moratoire réglementaire. Ça nous aura valu d'être traités de climato-sceptiques, d'être considérés comme étant hostiles aux droits fondamentaux. Mais je le redis, c'est ma conviction profonde. Et c'est le débat que j'ai eu bien souvent avec Valérie Hayé ou avec Raphaël Glucksmann au cours des dernières années. Si on veut faire en sorte que la production mondiale soit plus décarbonée, alors il faut produire chez nous. Si on veut faire en sorte de ne pas recourir à du travail d'enfant ou à du travail forcé, ce qui est le cœur de la directive devoir de vigilance, mais la meilleure des choses qu'on puisse faire alors, c'est de produire en France. Parce qu'on sait qu'en France, on n'utilise pas de travail forcé ou de travail d'enfant, et qu'on a les moyens de lutter contre les dérives potentielles du monde du travail. Donc ce défi fondamental, il se joue aujourd'hui pas dans le fait de créer toujours plus de contraintes sur nos entreprises, mais au contraire de libérer leur capacité de produire. Alors, je vais passer aux questions avec la salle. Il y a Amir. Amir, si tu es là, tu voulais poser une question. Voilà. Voilà. Tu te présentes hein, pour que voilà, on sache qui tu es. Amir, bon. Amir Ezatofigui, président de la commission innovation de la CPME. Ma question concerne l'intelligence artificielle. Pendant que les Chinois et les Américains investissent massivement et sont conscients de l'enjeu, que fait l'Union européenne? Ce qu'elle fait très bien, donc elle régule avec l'IA Act. On parle de souveraineté européenne. Ne pensez-vous pas qu'on est en train de passer à côté de cet enjeu majeur? Et ne pensez-vous pas qu'on va laisser les Chinois et les Américains construire les champions de demain? Bien sûr, c'est le problème que j'évoquais dans mon mot d'introduction. Je partage totalement votre sentiment. Et aujourd'hui, on s'est habitué à cette répartition des tâches avec une Europe qui réglemente quand le reste du monde est en train d'écrire l'avenir de notre économie. Alors, je ne crois pas qu'il faille abdiquer notre volonté de faire valoir nos principes. Et l'Europe, d'une certaine manière, a raison d'utiliser aussi ce levier que représente son marché pour mettre en œuvre des éléments fondamentaux de défense de nos valeurs communes, de nos principes partagés. L'intelligence artificielle pose un très grand nombre de problèmes politiques, de problèmes éthiques, de problèmes économiques et sociétaux. Et donc, il est normal de chercher à faire valoir en Europe ce qui fait le cœur de notre
de notre responsabilité commune. L'Europe n'est pas seulement un marché, ça n'est pas seulement une organisation, c'est 24 siècles d'histoire, c'est une civilisation qui fait que nous sommes liés par une aspiration commune à la démocratie, au respect de la dignité des personnes. Et tout cela fait que la manière dont nous allons mettre en œuvre l'intelligence artificielle doit aussi être caractérisée par une exigence singulière. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a aussi une force européenne dans le fait de pouvoir définir la façon dont l'innovation doit se déployer. Une fois qu'on a dit ça, je partage totalement votre inquiétude. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est que nous concentrions notre effort sur la réglementation et la régulation de secteurs que nous ne sommes pas capables de déployer comme nous devrions pouvoir le faire. Parce que nous avons les talents pour ça. Nous avons évidemment les champions. J'entendais le président de la République dans son discours de la Sorbonne dire, dans une formule que j'ai trouvée assez marquante, il disait « J'ai décidé que l'Europe sera leader dans 5 domaines ». Alors le premier d'entre eux, c'était l'intelligence artificielle. Ensuite, il y avait les ordinateurs quantiques. Et après, je dois dire que j'ai oublié la suite. Parce que ce qui m'a marqué, en fait, c'est le début de la formule. Le responsable politique qui dit, depuis son grand discours à Paris, « J'ai décidé que nous serions des champions dans 5 domaines ». Mais on ne décide pas d'être des champions. Ce serait trop facile de penser que la parole peut faire exister la réalité. Moi, je suis convaincu que nous avons les champions. Je suis convaincu que les leaders sont là. Je ne doute pas un instant que les pépites sont partout dans le pays, mais simplement, elles attendent qu'on les libère et qu'on les laisse se déployer. Et typiquement sur l'intelligence artificielle, on est en train de créer un cadre de complexité qui fait, c'est ma très grande inquiétude, qui fait qu'aujourd'hui, le risque est que l'innovation se fasse ailleurs. Et quand l'innovation se sera complètement écrite ailleurs, ce qui s'est déjà fait malheureusement dans bien des étapes du déploiement de l'industrie du digital, quand l'innovation se sera faite ailleurs, nous serons privés même des moyens de réglementer. Et donc même des moyens de faire valoir ces principes et ces valeurs dont je disais à l'instant que l'Europe a la responsabilité de tenter de les imposer par la force de son marché. Donc vous voyez, je crois aujourd'hui que rien n'est plus nécessaire que de retrouver en Europe le sens et le goût de la liberté. Le sens et le goût de la liberté, c'est-à-dire aussi du risque qu'elle implique, de la dimension d'expérience et de la libération de l'innovation qu'elle suppose de rendre à nos entreprises aujourd'hui. Vous avez parlé d'un verbe qui nous est très commun et qu'on conjugue à tous les temps quand on est chef d'entreprise, c'est le verbe risquer. Et c'est une formule souvent que j'emploie, je ne peux pas ne pas l'employer. Vous êtes en phase de risque tout, enquiquiné souvent par des risques rien. Le risque rien, ce n'est pas une personne, hein, ça peut l'être, hein, ça peut être un fonctionnaire zélé, mais c'est souvent la norme incompréhensible, la loi bavarde, le règlement inapplicable. Bref, c'est un vrai sujet qu'on connaît tous les jours, effectivement. Si on a besoin d'entreprendre, on a quand même cette qualité de savoir prendre des risques. Pour ça, on doit être encouragé et non pas sanctionné. Voilà. Je vais passer une deuxième question. Xavier. Monsieur Bellamy, Xavier Doué, je suis entrepreneur dans la magnifique ville de Nîmes. Je suis vice-président de la CPME en charge de la section commerce. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Vous avez parlé, et je vais vous parler de réglementation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les PME en Europe sont fragilisées par l'excès de réglementation. On pourrait prendre l'exemple simplement du projet concernant les délais de paiement, qui porte assez mal son nom d'ailleurs, puisqu'il va pénaliser la trésorerie des entreprises. Et vous l'avez aussi évoqué, à l'échelle de la France, on a un petit peu le syndrome du bon élève. On essaye toujours de rajouter de la réglementation à la réglementation. Donc, ma question, c'est, on sait que les sous-transpositions sont interdites. Est-ce que vous seriez favorable à le fait d'interdire à l'échelle nationale les surtranspositions? La deuxième question, est-ce que vous, pour éviter justement et pour mesurer l'impact des futures réformes, est-ce que vous seriez pour la mise en place d'une mesure très chère à la CPME, qui est le test PME à l'échelle européenne? J'ai un très grand problème, c'est que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est presque pas drôle. L'autre jour, j'ai été invité par les journalistes de Libération à débattre à la Sorbonne, autant dire que la confrontation a été plus musclée. Mais là, effectivement, je ne peux que vous dire que ce que vous dites est déjà dans notre projet. Interdire les surtranspositions, c'est une mesure que nous proposons en effet dans le programme des Républicains, une mesure que nous appliquons d'ailleurs, parce que nous avons des parlementaires nationaux et que nous faisons l'effort de travailler avec eux pour garantir que dans la transposition des textes européens, nous n'allions jamais concourir à alourdir encore les normes qui pèsent sur nos entreprises.
Donc ça, c'est une mesure qui est absolument fondamentale. Je vous disais que ce qui fragilise l'Europe aujourd'hui, c'est l'idée qu'on va conduire par l'exemple. Et on a souvent le même problème en France par rapport au reste de l'Europe. On se dit souvent, nous, Français, on va en faire 2 fois plus et les autres nous suivront. Mais non, ce n'est pas seulement en se donnant à soi-même des contraintes à suivre que l'on emploie son effort à entraîner les autres avec soi. Le vrai sujet, au contraire, si on est vraiment européen, et nous, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes européens, nous croyons à cet espace européen qui nous paraît être une garantie de prospérité pour demain, mais si nous sommes vraiment européens, alors dans ce cas, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. On n'a pas le droit de dire qu'on est sur le même marché, qu'il n'y a pas de frontières, pas de droits de douane, pas de tarifs, mais qu'on va faire que nos entreprises subissent des règles plus compliquées que leurs voisins de l'autre côté de la frontière. C'est pas possible. Et, pardon de le dire, mais ça veut dire aussi que la France va avoir un très grand effort à faire pour rendre de la compétitivité à ces entreprises. Parce que vous évoquiez le sujet de ces surtranspositions, mais en réalité, aujourd'hui, on voit bien que la grande tentation de la France, souvent, c'est de se dire on va réussir à exporter notre complexité chez les autres. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la DETT, la Directive européenne sur le temps de travail. Exemple parfait. La Directive européenne sur le temps de travail, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on vous contraint à payer les congés payés des salariés en arrêt maladie. Et tout le monde se dit d'un seul coup, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui devient folle? Le saviez-vous? La Directive européenne sur le temps de travail a été une demande de la France pendant des années à Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous avions fait les 35 heures et que d'autres pays européens n'avaient pas de limite de temps de travail. Et donc nous nous sommes dit, eh bien, essayons d'imposer quelques contraintes à nos voisins pour réduire le différentiel de compétitivité avec nos concurrents européens. Et donc on a obtenu la DETT. Et ensuite, elle se retourne sur nous, elle nous revient en boomerang en imposant de nouvelles contraintes. Donc le grand paradoxe, c'est qu'on voit bien l'erreur qui consiste à croire qu'on va s'en sortir en exportant nos charges ailleurs. On ne s'en sortira qu'en libérant nos entreprises des charges que nous leur imposons. Et ça vaut pour la France d'abord dans le travail européen. Ça veut dire qu'il faudra, mais ça c'est des débats franco-français, mais évidemment, il faudra revenir sur la question du travail, sur les charges qui pèsent sur le travail, parce que c'est intolérable que le travail coûte si cher en France, et que c'est évidemment un facteur de coût énorme pour nos entreprises françaises dans l'espace européen. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent et qui travaillent dur dans ce pays ont du mal à s'en sortir et à joindre le debout. Il faut supprimer les impôts de production en France. Il faut faire en sorte qu'on retrouve une compétitivité fiscale. On ne peut pas être indéfiniment le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus exigeants du monde, sont les plus lourds du monde, et vouloir que nos entreprises s'en sortent. Ce n'est pas possible. Sur le sujet des délais de paiement, grâce à vous, nous avons pu être, je crois, en première ligne dans ce débat. On a alerté sur les filières les plus en danger à cause de cette directive sur les délais de paiement, qui partait d'une bonne intention, mais dont le résultat a été destructeur pour des acteurs comme la filière de la bijouterie, comme la librairie. Donc on a fait un travail méthodique pour alerter la Commission européenne sur ce risque majeur. Je pense que la dernière version du texte, pour le coup, est infiniment préférable à celle qui était proposée initialement, et qu'elle évite au moins le pire. Et de ce point de vue-là, je voulais vous redire encore notre joie d'avoir pu travailler ensemble sur ce sujet comme sur tant d'autres. Et là aussi, ça fait partie du test PME. En fait, le test PME, nous, je vous le disais tout à l'heure, nous l'appliquons déjà. Nous avons au sein du PPE ce groupe de travail spécifique, le SME Circle, groupe de travail spécifique sur les PME, le cercle PME du PPE, et donc on travaille sur l'impact de nos réglementations spécifiquement sur les PME, et on a exigé de la Commission européenne pendant des années qu'elle nomme un délégué spécial pour les PME pour faire ce test PME. Et elle l'a fait, la présidente de la Commission l'a nommé, malheureusement quelques semaines avant la fin du mandat, dans un moment où sans doute elle a besoin de se tourner vers nous pour réussir à retrouver la confiance que nous n'avons pas toujours exprimée à son endroit. C'est dommage que ça arrive trop tard, mais je crois qu'il faut généraliser ce test PME, et évidemment nous sommes parfaitement d'accord avec cette mesure. Bernard, on va passer la parole à Bernard qui a une question. Le micro, c'est ici, c'est devant, juste devant. Merci, Président. Bonjour, Monsieur Bellamy. Bernard Cohen-Haddad, je suis chef d'entreprise, comme la plupart d'entre nous ici d'ailleurs, et aussi président de la CPME Paris-Île-de-France. J'aurais d'abord un remerciement pour votre courage, rue Saint-Guillaume. Ceux qui ont fait partie de cette maison voulaient vous le dire. Il faut du courage pour dire les choses face à l'innommable. Et donc, merci pour votre courage et votre intervention.
Deuxième point, pour rebondir un petit peu sur votre travail au Parlement européen, ici, nous aimons le libre-échange, nous aimons le commerce, nous aimons l'entreprise. Vous l'avez dit, François est très engagé là-dedans, nous aimons aussi la traçabilité de nos produits. Nous aimons également la décarbonation et tout simplement l'innovation sociétale et sociale. Mais on a quand même un petit problème aujourd'hui avec un certain nombre de traités. Je vous fais grâce du CETA, vous connaissez ça mieux que quiconque. Ce traité international avec le Canada, ça fait 10 ans aujourd'hui, 2014, ne l'oublions pas, qui a un avantage. Nous y sommes globalement favorables à la CPME. Nous sommes des Européens comme vous, des Européens convaincus, ça fait partie de notre ADN. Et pourtant, ce texte de ratification a été retoqué au Sénat, c'est retoqué aussi dans 10 États de l'Union européenne. Vous avez évoqué tout à l'heure votre engagement pour faire en sorte de ne pas surtransposer, ce qui est pour nous un cancer économique et sociétal. Comment faire concrètement, excusez-moi de vous pousser dans vos retranchements, pour qu'on puisse mieux travailler avec nos partenaires en dehors de l'Union européenne, mais aussi avoir un peu plus d'égalité, un peu plus d'équité normative et économique. Je vous remercie. Merci à vous. Sur le libre-échange, je pense que le défi devant lequel nous sommes aujourd'hui, c'est d'inventer les nouveaux moyens d'organiser le commerce mondial. Et je ne crois pas, pour ma part, que cela passera nécessairement beaucoup pour l'avenir par des accords de libre-échange. D'ailleurs, nous voyons bien l'impasse dans laquelle sont les négociations sur la plupart de ces accords. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle organisation du libre-échange. Et pour moi, le vrai sujet, n'oublions pas quand même qu'on a eu un débat sur le CETA. On peut penser ce qu'on veut du CETA. Nous avons dit nos réserves sur cet accord parce que, quoi qu'on en pense, en réalité, il est à terme peu favorable pour la France et pour l'espace européen. D'ailleurs, la France accuse avec le Canada un déficit commercial qui s'est commencé en 2023, mais qui va, d'après le CEP2I, se poursuivre dans les années qui viendront. Nous avons aujourd'hui utilisé tous nos quotas. Le Canada en a utilisé une petite partie. Donc si tous les quotas devaient être remplis, l'accord deviendrait franchement très défavorable pour le coup pour la France. Et par ailleurs, cet accord contribue à organiser une concurrence déloyale, notamment vis-à-vis de nos agriculteurs. Et nous n'avons pas de double discours. Nous ne pouvons pas dire à nos agriculteurs que nous voulons qu'ils ne soient plus jamais soumis à des règles qui leur imposent cette concurrence déloyale, et ensuite accepter un accord qui les expose à devoir se confronter à l'importation sur nos marchés d'animaux résultant de clonage, de techniques d'élevage qui sont interdites chez nous, de molécules utilisées dans une agriculture canadienne que nous avons interdit à nos propres producteurs. Donc il faut qu'on soit cohérent, et c'est le résultat de cette cohérence. Mais quoi qu'on pense du CETA, de toute façon, c'est très peu de choses par rapport au vrai enjeu du commerce mondial. Le vrai enjeu du commerce mondial, c'est effectivement la question de notre réaction à la montée en puissance de la Chine, parce que la Chine n'est pas l'atelier du monde depuis toujours, elle est en train de monter en puissance d'une manière très spécifique. Et puis, le vrai enjeu d'une manière beaucoup plus globale, c'est que faire d'un monde où l'OMC a en réalité disparu. L'Europe ne peut pas être le dernier continent au monde qui pratique la religion de l'OMC. Et en disant ça, je ne dis pas qu'il faille se couper du commerce mondial. Au contraire, je pense que nous avons le devoir d'inventer la nouvelle stratégie commerciale européenne. Ce sera le défi majeur du mandat qui vient, j'en suis profondément convaincu, pour faire en sorte que nos entreprises puissent exporter. Moi, je crois que produire n'est pas un gros mot, qu'exporter n'est pas un gros mot. Je refuse absolument la stratégie de décroissance qu'on a voulu nous imposer au cours de ces dernières années. Je crois profondément à ce que j'ai répété au Parlement européen un peu seul, au milieu des autres parlementaires dans les débats passés, qu'il n'y a pas de valeur qui se crée, qu'il n'y a pas de prospérité possible, qu'il n'y a pas d'emploi suscité, qu'il n'y a pas d'innovation possible sans les entreprises et le travail des entreprises, et que tout euro qui se crée par le travail de ceux qui font vivre notre économie, et que ça suppose d'avoir une stratégie commerciale, et une stratégie commerciale vis-à-vis du reste du monde. Donc notre but n'est surtout pas de nous laisser mourir à petit feu entre quatre murs en érigeant des barrières protectionnistes. Mais il faut, je le répète, inventer le commerce mondial qui imposera la réciprocité, et l'Europe a le pouvoir de le faire. Parce que son marché, encore une fois, on est souvent tétanisé, oui, je parlais de la Chine, on est parfois tétanisé vis-à-vis de la Chine, mais la Chine est bien plus dépendante de l'Europe aujourd'hui que l'Europe n'est dépendante d'elle. Et donc à nous d'être capables de définir les règles du jeu, à nous d'être capables d'avoir l'ambition nécessaire pour porter nos entreprises vers cette stratégie offensive. Voilà, je le dis en quelques mots, mais c'est, je crois, un défi majeur, et c'est quelque chose qu'on devra travailler à inventer ensemble. Je le répète, un pays qui fait 100 milliards d'euros de déficit commercial
a le devoir de mesurer que le sursaut est urgent. Et nous ne pouvons d'ailleurs, c'est un grand sujet pour nous dans le débat européen, nous ne pouvons pas prétendre expliquer à nos voisins européens comment il faudrait faire sur le plan du commerce mondial quand nous sommes à ce point incapables de corriger notre déficit de compétitivité. Donc c'est aussi un enjeu pour la France en Europe que de travailler de manière urgente à ce défi fondamental. Voilà, juste avant de se quitter, je vous pose une dernière question. Je vais durcir le questionnaire. Hein, vous avez dit que voilà, c'était un peu facile. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que je me sentais en difficulté, au contraire. Je demandais une réponse rapide. Alors, je ne voudrais surtout pas jouer au philosophe parce que j'en ai pas l'étoffe, ni la culture. Mais il y a peu de temps, j'ai lu d'un auteur qui vous est cher et que j'aime beaucoup, Charles Péguy, une citation qui disait ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais finalement, à travers toute l'expérience qu'on vit, à travers la mise en place de la directive CSRD, le devoir de vigilance, le travail forcé, demain le Nice-2, je me suis dit, mais finalement, c'est l'image que ça me donne parfois du Parlement européen ou des experts qui sont des diseux et nous sommes des faiseux, sachant que les diseux n'auront jamais à faire ce qu'ils demandent aux faiseux de faire. Est-ce que vous avez des mains ? C'est une belle question et d'ailleurs notre pays a beaucoup oublié la valeur et la noblesse de la main et c'est une grande question de philosophie à laquelle je me suis beaucoup consacré, mais ça supposerait beaucoup de temps pour y revenir. Oui, nous avons des mains et nous avons des mains parce que nous avons décidé j'allais dire, de mettre les mains dans le cambouis parce que le Parlement européen, ça suppose, et ça vous le savez aussi, ça suppose d'abord du travail. Au moment où cette élection européenne approche, moi je voudrais dire à tous les Français, à tous les chefs d'entreprise qui sont ici, quand vous allez devoir décider pour qui voter, ne vous demandez pas seulement qui dit quoi, mais regardez qui a fait quoi. Parce que le Parlement européen, c'est un combat quotidien. Et ce combat peut vraiment changer les choses. Et on l'aura vécu d'ailleurs sur bien des sujets. Vous parliez de la directive sur les délais de paiement. C'est un sujet sur lequel on a été au combat. Et on a été au combat sur, au cours de ce mandat, tant de questions et tant de défis sur les questions d'énergie, sur les questions d'industrie, sur les questions commerciales, sur les questions qui échappent à notre réflexion d'aujourd'hui, sur les questions migratoires aussi. Le Parlement européen, c'est un endroit où il faut se donner les moyens de peser. Et je crois que le grand drame de notre vie politique française, de notre débat public français, c'est que nous regardons ces questions européennes sans leur consacrer le sérieux qu'il y faut. Vous êtes des chefs d'entreprise. Vous savez que pour obtenir des résultats, il faut d'abord du travail, qu'il faut s'y mettre tous les jours, s'y remettre tous les jours, que chaque jour est un nouveau combat, que matin, midi et soir, il faut persévérer, pousser, tenter, essayer encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et vous savez que pour rapporter des résultats, il faut d'abord cet effort patient, long et persévérant. Eh bien, c'est la même chose dans la vie politique. Vous disiez que vous êtes des risques tout, j'espère ne pas être un risque rien. Je suis tête de liste des Républicains, ce qui dans la période actuelle ne fait pas particulièrement de moi un planqué. Je me suis engagé, je me sens un peu dans une mission reprise d'entreprise en difficulté, je me suis engagé sur cette liste, je le dis de façon très franche, mais je me suis engagé sur cette liste, pas parce que c'était celle dans laquelle on trouve les courants sondagiers les plus chauds, mais parce que je suis convaincu que c'est là que la France doit pouvoir peser demain, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est là que nous aurons les leviers pour agir, parce que c'est là qu'il faut des mains pour faire en sorte que la France puisse gagner les batailles et puisse engager les bras de fer qu'il faut. Parce que l'Europe, c'est évidemment des alliés, c'est évidemment des amis, mais qui ne sont pas d'accord sur tout. Et que le travail européen, c'est des bras de fer à mener pour pouvoir rapporter des résultats, pour pouvoir revenir avec un bilan, pour faire en sorte que vous soyez soutenus. Vous vous battez tous les jours. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de se battre pour vous. Vous avez engagé votre vie et vous risquez votre temps, votre engagement, votre propre générosité consiste à assumer ce risque pour créer de la valeur. Et moi, mon sentiment profond, c'est que notre travail à nous, c'est de donner tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que le cadre dont vous avez besoin pour faire réussir vos entreprises vous soit au moins garanti. C'est la bataille qui nous attend. Et je terminerai par là, vous citiez Péguy, je crois qu'au fond, on a besoin de retrouver aussi en politique le sens de la valeur et de la dignité du travail. La politique, ça ne consiste pas d'abord à parler, ça consiste à tenir parole. Ça ne consiste pas d'abord à parler, ça consiste d'abord à faire. Et moi, je me sens aussi un faiseux. Je suis rentré en politique, pas pour me faire plaisir, pas pour faire des selfies, pour multiplier les slogans. Je suis rentré en politique pour faire. Et pour faire que les choses avancent.
Peggy, dans un autre texte qui s'appelle L'argent, parle de la crise du travail et de la crise du rapport au travail. Et il dit la nécessité de retrouver la noblesse du travail et du travail de la main. C'est le texte le plus bouleversant que je connaisse de Peggy, dans lequel il parle de ces rempailleuses de chaises qui avaient fait son enfance. J'ai vu toute ma vie ce peuple rempailler des chaises. Non pas, il fallait que le travail fût bien fait, pas pour le patron, pas pour le client, mais il fallait que le travail fût bien fait parce qu'il fallait que le travail fût bien fait. J'ai vu toute mon enfance ce peuple rempailler des chaises, du même cœur, du même esprit, de la même générosité qu'il avait bâti ses cathédrales. Eh bien, je pense qu'en politique aussi, nous avons besoin de retrouver la valeur du travail, de rendre au travail sa noblesse, et le travail politique consiste à faire en sorte que le travail de vos entreprises reste possible, parce que c'est aussi un défi de civilisation, c'est aussi un défi pour la culture européenne tout entière, celui qui consiste à faire en sorte que nous puissions vous redonner les moyens pour que nos pays puissent demain continuer de maîtriser leur destin plutôt que de subir leur histoire. Merci encore infiniment. Merci.